Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 10 mars. Voici les titres de ce journal. La France est en deuil. 10 personnes sont mortes lors d'un crash entre 2 hélicoptères en Argentine. Parmi les victimes, 3 grands athlètes, dont la navigatrice Florence Artaud. Aujourd'hui, le monde des océans lui rend hommage, à commencer par les membres du navire Columbus, accosté en ce moment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Florence Artaud en était la marraine. Plus légèrement, retour sur l'IGP du jambon de Vendée. Ce titre a été décerné il y a 6 mois. Aujourd'hui, le département officialise ce label, signe de qualité reconnu au niveau européen. Et malgré l'actualité, le rire au quotidien est essentiel pour la santé. Aujourd'hui, des rigologues aident donc les adultes à retrouver ce rire spontané de l'enfance. Ces séances sont surtout l'occasion de lâcher prise, vous le verrez. C'est donc une véritable tragédie qui s'est produite cette nuit en Argentine. 10 personnes sont mortes dans une collision entre 2 hélicoptères. Les 8 passagers participaient à un tournage pour une émission d'aventure pour TF1. Parmi les victimes, 3 grands champions sportifs, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse multi-médaillée aux Jeux Olympiques Camille Muffat et le boxeur également médaillé Alexis Vastine. Depuis le drame, les hommages se multiplient, évidemment. Le monde de la voile notamment est endeuillé. De nombreux navigateurs connaissaient Florence Artaud. Celle que l'on surnommait la petite fiancée de l'Atlantique était également une femme engagée. Elle était la marraine du bateau Columbus, un navire devenu l'ambassadeur de l'ONG internationale Sea Shepherd qui défend le monde marin. Columbus est en ce moment accosté à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous en avons déjà parlé. Un reportage de Pierre Dalicieux. Et on était ici, là, tous les 3, et la photo a été prise de là. C'était cet été, ici même, à côté de Jean-Yves Terlin, un copain pour qui elle avait accepté 3 ans auparavant de devenir marraine de son bateau, le Columbus. Ce matin, le navigateur se souvient de son ami au caractère bien trempé et de leur rencontre à une époque où le milieu de la course était exclusivement masculin. Il a été accepté très facilement par l'ensemble des coureurs de l'époque. Et puis elle avait un caractère incroyable, donc vraiment sur un bateau, même si elle était encore au bistrot à 2 h du mat, et quand il y avait un départ de régate à 6 h, elle était sur le pont, elle avait une énergie incroyable. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'aimait bien d'ailleurs. Ce matin, Jean-Yves Terlin continue de recevoir des scolaires pour parler de la cause qu'il partageait avec son amie la navigatrice. Son projet de télé-réalité, il n'en avait pas connaissance. Mais pour lui, rien d'étonnant à cela. Florence Artaud était toujours partante dès qu'il s'agissait de voyage. Je ne savais pas qu'elle était partie en Argentine. On ne s'était pas parlé depuis Noël, quoi, ou un truc comme ça. Mais elle était toujours partante pour faire un voyage, n'importe lequel. Et donc ça ne m'étonne pas du tout qu'elle soit retrouvée dans cette histoire. Et voilà. C'est un peu stupide, quoi, quand on est marin, de se casser la gueule en hélicoptère. Un peu plus loin, en pleine intervention auprès de jeunes, c'est un autre navigateur qui a appris la nouvelle, comme tout le monde, ce matin. On a appris le décès de Florence Artaud qui a disparu dans un accident d'hélicoptère, donc c'est très particulier aussi parce que... Arnaud Boissière, pour qui Florence Artaud était un modèle, c'est elle, entre autres, qui lui a donné l'envie de faire de la voile son métier. Quand j'étais jeune, ça faisait partie des navigateurs qui m'ont fait rêver. Quand je suis parti au Vendée Globe en 2012, j'ai fêté entre guillemets son anniversaire parce que c'était la 23e année de sa victoire, c'était 23 ans, donc j'avais fait une petite pancarte en pensant à elle et c'était marrant parce qu'elle m'a envoyé un petit message de retour. Et voilà, donc forcément c'est très dur, je pense à sa fille, je pense à tous ses proches. C'est vrai que c'est extrêmement dur de perdre un proche comme ça, dans ces conditions-là, surtout quand on risque sa vie à travers les océans, aussi connement, quoi. Avec elle, Camille Muffat et Alexis Vastine ont également disparu. C'est aujourd'hui l'ensemble du milieu sportif français qui est endeuillé. Alors on parle beaucoup des sportifs bien sûr, mais parmi les 10 victimes, 5 d'entre eux étaient membres de l'équipe de tournage et parmi eux on compte un Nantais. Volodia Guinard était journaliste depuis 7 mois dans la société de production. Il était installé à Nantes depuis quelques années. À 36 ans, il était marié et père de 2 enfants.
Pour les policiers, il n'est jamais simple de devoir gérer une situation de violence intrafamiliale. Depuis quelques années, des assistantes sociales interviennent donc dans les commissariats. À l'occasion de la journée de la femme, le directeur de cabinet du préfet a tenu à les rencontrer. Il s'est notamment rendu au commissariat de La Roche-sur-Yon. L'an passé, l'assistante sociale a rencontré 155 personnes. 68% étaient des femmes et dans 71% des cas, il s'agissait de violences intrafamiliales. Assistantes et policiers nous expliquent leur travail en commun. C'est un relais de proximité qui prolonge notre action et évite un petit peu la frustration de certaines équipes intervenantes qui quittent les lieux d'un conflit et savent bien qu'il n'y aura rien derrière. Alors que là, maintenant, on peut provoquer quelque chose. Le fait de franchir l'hôtel de police et de se dire à un moment donné, j'ai envie de déposer plainte, mais j'ai peur parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui va me recevoir, puis j'ai peur d'être toute seule parce que j'ai perdu confiance en moi. Et ben moi, je peux les aider à les accompagner. Je suis l'interface aussi entre les policiers et ces femmes qui ont perdu complètement confiance en elles. Le jambon de Vendée était déjà une image de marque pour notre département. Depuis 6 mois, ça l'est d'autant plus que le jambon a obtenu l'IGP. L'officialisation de l'indication géographique protégée s'est déroulée il y a quelques jours dans l'une des entreprises justement qui fabrique le jambon de Vendée. Reportage de Samuel Grasset. Le jambon de Vendée, au sein de cette entreprise, c'est une faible partie de l'activité. À la Boissière-des-Landes, Tradition de Vendée fabrique 300 à 400 jambons de Vendée par semaine, uniquement le vendredi. C'est l'un des 5 fabricants à pouvoir désormais appeler son jambon de Vendée depuis le 6 octobre dernier, date de la reconnaissance officielle par l'Union européenne de l'indication géographique protégée. Un logo IGP désormais affiché sur les emballages, de quoi conforter les ventes de ce jambon qui représente 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise. On vend un peu plus, probablement qu'on trouvera un plus de ventes. Aujourd'hui, on n'a pas vu une vraie différence et ce n'est pas ce qui est vraiment recherché. Ce qui est vraiment recherché, c'est de se dire attention, on veut que la qualité ne change pas et on veut garder et offrir aux consommateurs ce niveau-là de qualité et cette sécurité-là. Rassurer le consommateur, c'est ce qui a poussé il y a 20 ans maintenant une poignée d'artisans charcutiers vendéens à lancer cette procédure pour obtenir l'IGP. Désossé, le jambon doit être frotté au sel, à l'eau de vie et aux épices, au moins 60% de cannelle, de thym, de poivre et de laurier, puis pressé, séché et affiné jusqu'à 80 jours. Une recette que garantit aujourd'hui le cahier des charges. L'IGP permet aux fabricants de conforter leur marché et d'éloigner la concurrence. On a un succès grandissant au niveau commercial, donc évidemment ça pourrait attirer quelques industriels qui ne feraient pas exactement comme ça doit être fait. Donc ça protège la recette, c'est une évidence. Et puis enfin, ça permet aussi de garantir aux consommateurs que le produit est bien fait dans le département de la Vendée. Donc évidemment, il y a un effet direct sur l'emploi du département. 450 emplois dans la salaison sont liés à la production du jambon de Vendée. La spécialité se place 3e en France en termes de part de marché, derrière le jambon de Bayonne et celui d'Aoste. On ouvre notre page consacrée aux élections départementales et ce soir, direction le canton d'Esnay. Il correspond à l'ancien canton du Porret-sur-Vie, avec en plus celui de Roche-Servière. Nous avons déjà entendu 2 des 4 binômes candidats et ce soir, nous allons donc entendre les 2 autres, en commençant par Mireille Hermoué, qui est d'hiver droite. Elle se présente aux côtés de l'UMP Alain Leboeuf, qui est d'ailleurs un conseiller général sortant. On écoute donc Mireille Hermoué. Elle nous présente leur programme pour ce canton. Nos priorités d'action, l'emploi, la santé, l'accompagnement des plus vulnérables et le cadre de vie. Nous soutiendrons l'insertion professionnelle des jeunes. Nous encouragerons le développement économique. Nous protégerons les activités du monde rural. Nous accompagnerons les familles et leurs proches les plus vulnérables. Nous permettrons une offre de soins adaptée. Et nous accompagnerons les bénévoles et les professionnels dans la réussite de leur cœur de mission. Nous aurons à cœur de préserver la qualité de notre environnement, de déployer le très haut débit pour tous et de faciliter l'accès à la culture et au sport. Voilà les défis que nous souhaitons relever avec Alain Leboeuf pour vous tous.
Et nous terminons la présentation des candidats de ce canton avec Julien Rosset. Il se présente aux côtés de Chantal Douget et tous deux défendront les couleurs du Front de gauche. On écoute donc Julien Rosset. Il nous expose les priorités qu'il porte pendant cette campagne. Le social, l'écologie bien sûr, la démocratie et la solidarité sont pour moi un vrai cheval de bataille. Il nous faut un autre avenir pour nous et pour les générations futures. Je veux donner un espoir, une autre orientation à la politique départementale. Depuis longtemps, nous subissons une politique d'austérité. Je veux représenter plusieurs générations qui ont de l'espoir et qui veulent le mieux vivre ensemble. Maçon, agriculteur, routier sont des métiers que je connais et que j'ai pratiqués avec passion. Et c'est avec rage que je m'engage dans cette élection. Et ces candidats sont à réécouter sur notre site internet tvvendée.fr. Le Vent d'Espace vient de présenter sa programmation sportive et culturelle 2015. Le complexe de Mouilleron-le-Captif accueillera une nouvelle fois des compétitions de très haut niveau, même si les disciplines représentées restent encore très peu médiatisées. Exemple avec les championnats du monde de ring hockey, de savate boxe française ou encore de tennis de table junior. La saison 2015 signera également le retour de Tony Parker avec l'équipe de France de basket ou encore les internationaux de tennis. En culture, plusieurs grands noms sont aussi annoncés. Souchon et Woolsey, The Voice Tour, Laurent Gérard ou encore les Étoiles du Cirque de Pékin. Le programme devrait donc permettre au site vendéen de poursuivre sur sa lancée du succès, comme le souligne évidemment le président du Conseil général. Il a vu 1 demi-million de spectateurs, c'est considérable. Dans une saison, c'est à peu près 100 000. Beaucoup de Vendéens qui viennent nombreux sur les spectacles culturels. 90% sont Vendéens. Pour les grands événements sportifs, 70% d'une salle est composée de Vendéens, de Vendéennes. Et surtout, cette année, on va avoir un palmarès absolument époustouflant. Plusieurs championnats du monde, Tony Parker qui revient et aussi des grandes têtes d'affiche pour nos spectacles culturels. Et décidément, les événements fleurissent avec la fin de l'hiver. Le Printemps du Livre vient de présenter sa 27e édition. Le rendez-vous littéraire du début d'année se tiendra du 27 au 29 mars au Théâtre de Thaly à Montaigu. Comme chaque année, l'objectif pour les organisateurs est de permettre au public de rencontrer les auteurs. On écoute le président de la communauté de communes de Montaigu. Il n'y a de livres que d'écrivains présents. Ils seront 270 à peu près. Les écrivains qui sont là ont écrit un livre dans l'année, donc on est toujours en lien avec l'actualité littéraire. Donc ils ont quelque chose à dire qui est quelque chose de récent. En même temps, le Printemps du Livre, c'est la lecture, et la lecture est intemporelle, donc on a de tout, de l'histoire à la BD, au roman historique, au roman polar, voilà. Et la magie toujours de ce week-end du Printemps du Livre, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient rencontrer un écrivain, et les écrivains du coup sont là derrière leur stand à signer, à discuter, à rencontrer aussi le public qui vient nombreux. C'est devenu le rendez-vous sportif et surtout familial du début de saison. Il faut dire que la bicentenaire de La Roche-sur-Yon réunit chaque année coureurs, marcheurs, professionnels et surtout amateurs. Et pour cette 12e édition, on annonce déjà plus de 8000 participants. Avant le départ de la course, retour sur le programme de ce dimanche 12 avril avec Samuel Grasset. 230 bénévoles et professionnels seront mobilisés pour cette 12e édition de la bicentenaire pour assurer la sécurité, les classements, le balisage des parcours ou l'accueil des participants. Les départs des courses seront donnés près du parc des Expos des Oudéries, rue Giotto. 3 parcours sont prévus pour les enfants de 900 mètres à 3 km en fonction de l'âge. Les adultes, eux, devront courir 8 km 67 exactement, en individuel ou par équipe, entre amis, collègues ou membres d'une même association. Les inscriptions ont débuté, elles seront possibles jusqu'au 2 avril en ligne sur le site internet de la ville, puis le jour même de la compétition au village de la bicentenaire. Aujourd'hui, les gens viennent pour retrouver un état d'esprit convivial. C'est une course qui est fédératrice, on le voit. On a des inscriptions aujourd'hui qui sont grandissantes puisqu'on est à 30 jours de l'événement, on est pratiquement à 3000 inscrits. C'est un record par rapport aux années précédentes. Et puis en plus, on a une disparité de coureurs, de marcheurs, des jeunes, des moins jeunes. Et ce qui fait que cet événement-là est vraiment un événement important sur la ville de La Roche-sur-Yon.
Les dossards pourront être retirés la veille de la compétition le samedi 11 avril au village de la Bicentenaire ou le dimanche matin sur présentation d'un certificat médical et d'une autorisation parentale pour les enfants. Pour les familles, un parcours de randonnée de 3 km a été dessiné, également ouvert aux personnes handicapées. Au total, 5 parcours pédestres et de marche nordique seront proposés au départ du parc des Châteaux des Oudéries. Des tracés de 3 à 20 km, tous nouveaux. Pour ceux qui hésiteraient à sortir du lit un dimanche matin, une récompense est prévue pour tous les participants, avec la possibilité également de se faire masser à l'arrivée. Pour les moins courageux, des animations sont prévues au village de la Bicentenaire et même un espace enfant avec des ateliers pour les occuper pendant que les parents courent. Les amateurs de trouvailles et d'objets anciens retrouvent les étals. Les vides-greniers réapparaissent en effet dans les communes. Et c'est souvent celui de Belleville-sur-Vie qui ouvre la saison. Il s'est déroulé dimanche. Vous le voyez sur ces images de Jimmy Guérin. Et il y avait du monde pour cette édition 2015. Il faut dire que si certains l'ont déjà oublié, le week-end a été très printanier. Le rire, c'est bon pour la santé. Malheureusement, les adultes rient moins de 20 fois par jour. Durant l'enfance, c'est 300 rires au quotidien. Des experts existent donc désormais pour nous aider à retrouver notre rire spontané. Ces séances sont surtout l'occasion de lâcher prise. Delphine Ledu a donc suivi une séance pleine de bonne humeur. Vous allez le voir et l'entendre. Rire strident, hilarant ou en continu. Pour ce groupe d'une quinzaine de personnes, la séance de rigologie a commencé. Objectif : rire sans retenue. Le rire, justement, ça permet de sortir toutes les émotions que l'on a bloquées dans notre diaphragme. Et quand on rit, le diaphragme bouge beaucoup et les émotions sortent. On fait ce que l'on peut. S'il y a des gestes, des mouvements que l'on ne peut pas faire, ce n'est pas obligatoire de les faire. D'accord ? Pendant 1 heure, les participants retombent en enfance par le biais de petits exercices. Et ici, pas de crainte du ridicule, ce qui importe, c'est le lâcher-prise. On fait des choses qu'on ne fait pas normalement depuis qu'on est des adultes sérieux. On a arrêté de faire le pingouin et le chinois et le cheval au galop. Et là, on arrive à le faire sans honte et ça fait vraiment du bien. Tête contre tête, allongés en cercle, les rires fusent. C'est le moment de se détendre avec le yoga du rire, un concept développé par un médecin indien dans les années 90. Après plusieurs minutes à rire, retour au calme pour le groupe. Place à la relaxation et au sentiment de bien-être. Super, légère. On a encore envie de rire d'ailleurs. La preuve, même après la séance, on y arrive encore. Donc on sait qu'on a pris une bonne dose de rire. Donc. Rire plusieurs fois par jour, un bon moyen de lutter contre le stress du quotidien. Accessible à tous, comptez seulement 5 € la séance. Regardons à présent le temps prévu pour demain et les nuages de la journée ne doivent pas vous empêcher de rire. La douceur et les éclaircies de l'après-midi vous aideront peut-être à retrouver au moins le sourire puisque les températures monteront jusqu'à 18 degrés ce mercredi. Dans quelques minutes, Armelle Pavajou vous donnera plus de précisions. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain.